bienvenue sur Batman prend son bouquin. Alors aujourd'hui en fait l'objectif c'est de vous présenter 10 sagas young adultes qui pour moi ont été de super lectures. Je vous les ai rapidement classées de la 10e place à la première place, mais en vrai ce sont 10 sagas que j'ai pris plaisir à découvrir et que je pense que vous pouvez lire si le genre young adulte est votre truc. Comme ce sont souvent des sagas en plusieurs tomes, je vais vous présenter à chaque fois le premier tome de la saga. Ces sagas sont tellement riches que je vous souhaite de les découvrir comme moi, c'est-à-dire souvent en sachant rien de plus que ce qui est écrit en 4e de couverture. Du coup, en 10e position, j'ai envie de vous parler de la saga Nil de Lynn Matson. Le concept de Nil est assez simple. Un jour, une adolescente qui s'appelle Charley se réveille sur une île qu'elle ne connaît pas et elle va découvrir qu'en fait cette île, qui a tout d'une île paradisiaque, est en fait un lieu de mort. Pourquoi un lieu de mort? Car en fait tous les adolescents qui sont envoyés sur cette île viennent des 4 coins du monde et ont un an jour pour s'échapper de cette île. Comment on s'échappe de cette île? Il suffit juste d'attraper une porte. Sauf que des portes, il y en a une par jour, qu'elles peuvent se déplacer et qu'elles peuvent apparaître n'importe où sur l'île. Voilà, moi j'ai adoré lire Nil, j'ai lu les 3 à la suite, j'ai été prise d'une frénésie parce qu'en fait, ce que l'autrice a réussi à faire, c'est de créer ce suspense et cette tension qui fait qu'on court littéralement après les portes avec les personnages. Ce qui m'a plu aussi, c'est que ça m'a beaucoup fait penser à Sa Majesté des Mouches de William Golding, donc c'est vraiment un livre à lire si vous avez envie de quelque chose de palpitant. En 9e position, c'est une saga que je suis en train de lire en ce moment, c'est-à-dire que je suis actuellement dans le tome 2 et pourtant elle arrive déjà dans le top 10 des sagas car je trouve que c'est très bien écrit et que l'univers est vraiment très riche et très original. Il s'agit de la saga Six of Crown de Lace Bardugo. C'est une saga qui a tous les ingrédients pour que vous ne la lâchiez plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnages originaux avec du caractère, des dialogues qui sont vraiment très bien menés, qui sont remplis d'émotions, qui nous font rire. Nous sommes dans un quartier de malfrats de la ville de Ketterdam. Nous suivons 6 jeunes qui ont chacun des compétences particulières, que ce soit en vol, en tir, en arnaque en tout genre. Ce qui m'a vraiment plu, c'est les personnages. Voilà, les 6 sont passionnants, c'est-à-dire que de chaque chapitre, on va dire, on est du point de vue d'un personnage différent et j'aime vraiment les 6, ce qui est rare en général, on a une préférence pour un ou 2 personnages. Là, les 6 apportent chacun un grain de sel et une richesse à l'histoire. L'histoire est originale, j'ai beaucoup aimé le fait d'être au milieu d'une bande de malfrats, voilà, ça me fait penser à Batman, moi j'adore Gotham City avec les grands méchants, les gentils, et justement tout n'est pas manichéen, chaque personnage a sa part d'ombre et de lumière et c'est ce qui me plaît beaucoup, chaque personnage a son histoire et au fur et à mesure du coup de l'intrigue, on découvre aussi le passif de ces personnages et qu'est-ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à vivre dans les quartiers malfamés de Ketterdam. En 8e position, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, il s'agit de Phobos qui est du coup une saga en 4 tomes de science-fiction. Phobos, c'est l'histoire de 12 adolescents, 6 filles, 6 garçons qui ne se connaissent pas, qui vont partir pour un voyage vers Mars. Et chacun de ces filles et de ces garçons vont se rencontrer car l'émission veut qu'une fois arrivés sur Mars, 6 couples se soient formés. Ce qui est hyper original, c'est toute la partie émission de télé-réalité. Victor Dixon a mis en place une critique très complexe des émissions de télé-réalité. Ce qui est original, c'est la manière qu'a l'auteur d'amener le récit par la volonté de raconter ce qui se passe dans le champ de la caméra et hors champ de la caméra. Et enfin, le 3e plus, c'est tout ce qui est vulgarisation scientifique sur l'astronomie, sur la vie dans l'espace, sur les équipements, le vaisseau dans lequel ils évoluent. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Derrière ce pitch qui nous donne l'impression qu'on va surtout faire face à des histoires de romance, il y a vraiment une critique politique du monde dans lequel les personnages évoluent. C'est vraiment à lire, ça permet de regarder notre rapport à la télévision, aux réseaux sociaux d'une autre manière. Voilà, c'est une saga qui est vraiment addictive, les 4 tomes sont de sacrés pavés et pourtant on a vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire, donc je vous invite, si vous avez envie de lire quelque chose d'un peu original qui se passe dans l'espace, à vous jeter sur Phobos. En 7e position, je suis allée chercher une saga dans mes vieilles bibliothèques et j'ai envie en fait de vous parler de Eragon de Christopher Paolini. Nous sommes dans un univers fantastique et Eragon est un jeune adolescent de 16 ans, il vit à la campagne, il mène une vie assez paisible jusqu'au jour où pendant une partie de chasse il va trouver un œuf de dragon. Les dragons ont disparu de la planète depuis des dizaines d'années. Hélas, le roi Galbatorix est le dernier dragonnier, c'est lui qui a décimé du coup la caste des dragonniers. La rumeur va se propager du coup qu'un œuf de dragon a éclos et qu'un nouveau dragonnier du coup est en formation et forcément Galbatorix ne va pas se laisser faire. Eragon, c'est vraiment mes tout débuts avec la lecture fantastique. Voilà, j'ai lu Harry Potter et après j'ai lu Eragon. J'ai adoré cette saga quand j'avais 13 ans, je l'ai adorée à 16 ans, je l'ai adorée à 20 ans et là rien que d'en parler j'ai envie de la relire. Donc bien qu'elle ne soit plus de première jeunesse, n'ayez aucune hésitation pour vous jeter sur Eragon.
En 6e position, j'ai choisi de vous parler d'une saga dont on entend parler sur Booktube depuis des années et des années. Il s'agit des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Donc voilà, moi je l'ai en version poche. Vous avez sûrement vu les versions grand format parce qu'elles sont magnifiques. Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, c'est vraiment un univers hyper original. La planète Terre comme on la connaît a explosé et a créé des îles, des sortes d'îlots comme vous voyez ici, indépendants les uns des autres qui sont gouvernés par des dieux. Nous allons suivre Ophélie. Ophélie, c'est une jeune fille très particulière car elle peut lire l'histoire des objets en les touchant et en plus elle traverse les miroirs. Hélas, il est grand temps pour Ophélie de se marier. Elle se retrouve donc à devoir quitter sa famille et à partir vivre sur le pôle qui est une île glaciale où vit la cour du seigneur Farouk. Son arrivée ne suscite pas du tout l'unanimité et du coup elle va devoir survivre au milieu de cette cour. Ce livre a un charme de folie, c'est-à-dire que Ophélie déjà est un personnage hyper attachant dans le sens qu'elle ne correspond pas du tout à l'héroïne hyper badass qu'on voit dans beaucoup de sagas young adultes. Je vais pas vous mentir, les premières pages, je me suis dit mais dans quoi je m'embarque? Dans le sens où c'était vraiment, comme je vous l'ai dit, l'univers est tellement riche, du coup c'était un peu complexe de se mettre dedans car il y avait plein d'informations à retenir, mais il ne faut vraiment pas abandonner car c'est vraiment un des livres les plus originaux que j'ai lu dans ma vie et je le relirai avec plaisir. En 5e position, une saga dont je vous ai déjà parlé car elle fait partie de mes meilleures lectures de 2018. Il s'agit de la saga La Faucheuse du coup de Neal Shusterman. On est dans le futur, un super ordinateur qui s'appelle le Thunderhead a supprimé tous les problèmes des êtres humains, c'est-à-dire que la mort n'existe plus, la maladie n'existe plus, on ne peut plus mourir de mort naturelle. Sauf que le Thunderhead ne peut pas lutter contre les problèmes de surpopulation et ainsi un groupe d'êtres humains va être désigné, on va appeler ça la communauté des faucheurs. Et en fait les faucheurs ils peuvent débarquer chez vous du jour au lendemain pour vous glaner. Donc vous glaner c'est vous tuer. Si vous résistez, bah, ils vont vous tuer quand même et en plus ils vont tuer toute votre famille. Donc en fait vous n'avez pas le choix. Le jour où un faucheur se présente à vous, bah vous mourrez. Nous allons suivre l'apprentissage de deux jeunes faucheurs qui vont du coup découvrir cet univers morbide, qui vont découvrir la mission des faucheurs et surtout cette communauté qui vit en dehors de toutes les lois imposées par le Thunderhead. Qu'est-ce que le bonheur véritable dans la vie? Est-ce que la vie immortelle nous rendrait sincèrement plus heureux? Ça interroge sur les relations humaines, sur notre rapport à la mort. N'hésitez pas à vous jeter sur La Faucheuse de Neal Shusterman qui d'ailleurs cette année rafle énormément de prix. Pareil, en 4e position, je vais vous parler d'Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir dont j'ai déjà eu l'occasion de parler car elle fait aussi partie de mes meilleures lectures 2018. Cet univers est dirigé par les martiaux qui sont du coup de grands guerriers menés au combat et de l'autre côté nous avons les érudits qui sont totalement soumis aux martiaux et qui représentent on va dire les artisans, les intellectuels, les artistes de cet univers. Nous suivons donc Elias qui est un martial et Laïa qui est une érudite. Il est temps de remplacer l'empereur et Elias a été nommé comme 4 des jeunes martiaux qui vont devoir participer aux épreuves. Laïa d'une manière ou d'une autre va se retrouver mêlée à cette histoire et ces deux personnages vont se rencontrer. C'est un univers vraiment très complexe. J'ai beaucoup aimé la situation géographique de cet univers, à savoir qu'on est dans le désert, donc ça change des habituelles forêts remplies d'elfes et de lutins. L'univers d'Une Bresse sous la cendre n'est pas du tout un univers fleur bleue, il est dur, il est violent. C'est un univers fantastique, comme je vous l'ai dit, qui nous change un peu, car nous sommes face à des créatures fantastiques originales, nous sommes face à des effrits du sable, à des démons, à des esprits frappeurs. N'ayez aucune crainte, l'intrigue va vous tenir en haleine et vous allez être pris d'une frénésie de lecture, au point que, comme moi, le 4e tome est en attente et que je vais régulièrement voir sur internet, voir si oui ou non la date de sortie est enfin annoncée. On arrive sur le haut du podium, donc je pense que les sagas dont je vais vous parler ne vont pas vraiment vous surprendre vu le retentissement qu'elles ont eu dans la littérature young adulte. En 3e position, je suis très heureuse de vous reparler de cette saga qui est la saga Divergente. Divergente, je l'ai découverte en 2015, donc ça remonte, ça fait un petit moment. Nous sommes dans un univers post-apocalyptique après la fin du monde et du coup le monde est divisé en 5 factions. Les factions, ce sont des groupes de personnes qui sont rassemblées dues à des particularités dans leur caractère. À 16 ans, Béatrice se retrouve comme tous les jeunes de 16 ans à devoir passer un test qui va lui donner une idée sur, selon la société, dans quelle catégorie, dans quelle faction de personnes elle serait la plus épanouie. Cas rarissime, son test à elle ne va pas être concluant. Béatrice fait partie de ces personnes qu'on appelle des divergents. Nous sommes dans une lecture haletante, palpitante. J'ai beaucoup aimé le personnage de Béatrice parce qu'elle est forte,
mais elle n'est pas non plus intouchable, elle reste vulnérable. J'ai beaucoup aimé la voir se dépatouiller avec son secret, chercher des moyens de survivre. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, notamment le personnage masculin qui s'appelle 4. C'est un personnage qui connaît ses faiblesses, qui les assume et qui s'y confronte régulièrement. Ça nous renvoie à nos propres faiblesses et nos propres peurs, et donc 4 m'a beaucoup fait réfléchir. Voilà pourquoi je crois que c'est pour moi le personnage le plus riche de cette trilogie. En deuxième position, c'est ma meilleure lecture de l'année 2018. Il s'agit de la saga des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Cette saga, je l'aime parce que tout d'abord, c'est une réécriture de contes et que j'adore l'univers des contes. Je suis pas très science-fiction, mais là, j'ai adoré qu'on arrive à mêler les contes de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge, de Réponse et de Blanche-Neige dans un univers futuriste avec des androïdes, avec des cyborgs, avec un vaisseau spatial, avec des pirates de l'espace. Le vrai point fort de cette saga, ce sont les personnages. En fait, dans chaque tome, vous découvrez un duo de personnages féminins-masculins. Le premier tome qui est ici, du coup, c'est Cendrillon et le Prince Charmant. Et tous ces personnages, en fait, vont devenir une sorte de bande de joyeux lurons qui vont s'affronter, qui vont s'associer. Les 8 personnages sont hyper attachants, hyper différents. Je pense encore beaucoup à cette saga, à ces personnages. Ça a été difficile de les quitter parce qu'on s'y attache vraiment et on aimerait bien, en fait, connaître la suite de leurs aventures, même après 4 tomes, même après 4 briques comme celle-ci, sachant que celle-ci, c'est la plus petite. En première position, ce n'est pas original, ce n'est pas surprenant, mais mon dieu, ce que cette saga est super. Il s'agit évidemment de Hunger Games de Suzanne Collins. Les films sont très bons, je les ai vraiment beaucoup aimés, mais encore une fois, on est bien en dessous de ce que la saga livresque nous offre. Dans ce monde apocalyptique, un jeu télévisé est imposé aux citoyens et qui permet du coup de faire régner la terreur sur le monde. Ce jeu télévisé s'appelle les Hunger Games. Katniss va se retrouver pour X raisons à devoir participer aux Hunger Games. Katniss va se retrouver dans cette arène à devoir éviter de se faire tuer par 23 autres jeunes. Elle va être obligée de devoir assassiner des gens. Vous vous rendez compte de la violence psychologique de la chose? On choisit des adolescents de 11 à 17 ans, on les met dans une arène pour qu'ils s'entretuent. Comme ça, tout le monde flippe, tout le monde se tient à carreau parce qu'on a peur que ce soit ses propres gamins qui sont envoyés dans l'arène. Mais c'est d'une violence. C'est la meilleure des sagas young adultes parce que l'univers est génial, les méchants sont redoutables et puis on se met à la place de Katniss, quoi. On flippe, on la voit se faire poursuivre par des gamins assoiffés de sang. C'est flippant. J'ai tout lu d'une seule traite. J'étais prise dans l'histoire, j'avais peur, j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir qui allait survivre ou non. Je recommande à quiconque aime lire de lire au moins une fois dans sa vie Hunger Games. Voilà, donc c'était les 10 sagas young adultes que je vous recommande de lire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir de nouvelles sagas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos sagas préférées, vos avis sur les sagas que j'ai présentées, à me mettre des pouces bleus et à vous abonner. Je vous remercie grandement pour ce soutien, pour cette nouvelle chaîne. Voilà, ça me donne vraiment envie de continuer. Je vous souhaite une super bonne journée, de super bonnes lectures. À bientôt. Au revoir.